Salut les disciples de la boxe. On va revenir sur ce week-end qui a été franchement chargé. Déjà vendredi soir, on a eu une belle soirée de boxe avec Mohamedi contre Mohoumadi. Ça a été un combat très tendu et finalement on a eu une belle opposition sur le ring. Mais on reparlera de cette soirée-là dans le Comment va la boxe. Pour finir ce mois de mars, on a eu le fameux combat entre Joshua et Parker. Anthony Joshua, je sais que c'est un boxeur que vous aimez énormément en France. Et j'ai pas encore fait vraiment de vidéo spéciale sur lui. Et ça me l'a été reproché récemment justement par un abonné qui m'a contacté en privé. Donc je le remercie parce qu'il m'a donné le déclic pour me dire bon, il faut qu'on fasse un peu plus de sujets consacrés à ce boxeur-là. Anthony Joshua, c'est le super boxeur aujourd'hui. Et là, il affrontait Parker qui détenait un titre WBO. Et donc c'était une unification des titres poids lourds. Joshua, il a récupéré ses titres contre qui? D'abord contre Martin. Martin, c'était un champion en carton qu'il a fracassé en un round, il me semble, en Angleterre. C'était un titre IBF, si je me souviens bien. Je vous dis ça de mémoire. Et le combat qui a marqué sa carrière, c'est contre Klitschko. Où là, pour le coup, il a fait un combat très intéressant où on peut analyser un petit peu plus sa boxe. Et les gros doutes qu'on a pour Joshua, c'est son menton. Est-ce qu'il est capable d'encaisser les coups? Contre Klitschko, justement, il est allé au sol, il est revenu dans le combat et il a gagné par KO. Il a gagné ses 20 premiers combats par KO et Parker est le premier qui a tenu 12 rounds contre lui. Et qu'est-ce qu'a fait Parker pour tenir 12 rounds? Eh bien, il a boxé en reculant et plutôt avec des contres. C'est assez marrant, ces boxeurs qui se mettent à boxer en reculant. On a pu voir que Takam cherchait aussi à beaucoup contrer Joshua. Klitschko était aussi dans cette approche-là, beaucoup en mouvement. Peut-être que Takam et Parker montrent la voie d'une boxe qui perturbe la boxe de Joshua. Mais ça aussi, on va aller gratter un petit peu plus. Certes, il a perturbé Joshua, mais est-ce qu'il a vraiment inquiété Joshua? Sur les 12 rounds, on n'a pas vu Joshua vraiment en difficulté. Certes, au début du combat, le fait qu'il boxe comme ça, en contrant, des jolis contres, il faisait des belles choses, il gênait, il faisait pas mal de préparation d'attaque avec des mouvements de bras qui perturbaient un peu Joshua, qui perturbait Joshua. Mais Joshua, il a toujours appliqué sa boxe et il est resté dans son rythme. Du coup, on avait comme un faux rythme dans ce combat-là, comme si pendant tout le combat, on se disait « Oui, c'est quand qu'ils passent la seconde, les mecs ?» Vous voyez, on était un petit peu dans l'attente. Joshua ne prend aucun risque dans sa boxe. Parker, lui, par contre, il a fait une boxe qu'on n'avait pas du tout l'habitude de le voir. On était persuadé qu'il allait lui rentrer dedans. C'est normal, il est plus petit, plus mobile, donc plus rapide. Donc on était persuadé que, en plus c'est un tank lui, tout ce qu'il fait dans ses combats c'est de la destruction. Et il avance et il massacre son adversaire. Et pour le coup, contre Joshua, il n'a pas du tout fait ça. Il a boxé, comme je vous ai dit, en reculant, en désaxant beaucoup, en sortant il sortait de l'axe de Joshua, Joshua le suivait, et en donnant un débit de coups assez important. Mais c'est vrai qu'en revoyant le combat, je me suis dit, certes, il donne beaucoup de coups, il utilise pas mal son jab, une sorte de jab un petit peu fouetté, pas un jab très droit et très dans la lignée comme un Joshua, mais plutôt un jab un peu fouetté, vous voyez, qui envoie des coups qui surprennent l'adversaire et qui perturbait beaucoup Joshua, il faut quand même le reconnaître, parce que Joshua ne s'attendait pas du tout à ce qu'il boxe comme ça. Joshua était persuadé qu'il allait lui rentrer dedans avec des coups larges, et c'est pour ça que dès que Parker se mettait à faire ça, parce que quelques fois dans le combat, il l'a fait, Joshua était préparé à ça, il faisait des pas de retrait excellents pour rester à la portée de sa droite. Donc Parker n'avait pas intérêt à rentrer dans ce jeu-là, parce que Joshua l'aurait allumé. Parce qu'en termes de puissance, Joshua est beaucoup plus fort. Vous voyez le physique qu'il a, il est musculeux, il est monstrueux, il est grand. C'est un physique très difficile à boxer. Quand on monte sur le ring, un poids lourd comme ça, c'est le poids lourd parfait. Il est très dur à boxer. Et en plus, défensivement, il a beaucoup de qualité. Il garde les mains suffisamment hautes. Vous voyez, il a les mains pas au niveau du front, mais vraiment à hauteur du menton. Le bras avant légèrement avancé, mais pas trop. Vous voyez, donc pour pas qu'on puisse trop anticiper ses coups, parce que quand on a les coups, les mains là, on voit tous les coups venir. Quand ils sont en bas, forcément, tu ne les vois pas venir. Mais là, ils sont juste à la bonne distance pour qu'ils puissent appliquer sa boxe. Donc, puissent se protéger, parer, et puissent reculer, et puissent remiser. Donc, au niveau du modèle de boxe, c'est le boxeur parfait, entre guillemets. Il n'y a pas de boxeur parfait, mais il est assez parfait dans son style. C'est tout ce qu'il faut faire en tant que boxeur. Parker nous a surpris. Il a fait, comme je vous le disais, un autre style de boxe. On ne s'attendait pas du tout à voir ça. Et il évitait à tout prix le combat mi-distance. Bizarrement, c'est là où il aurait dû exceller, car il est plus petit, plus vif de bras,
Mais il fuyait ce combat-là. Ce qui m'a fait penser que Parker n'était pas là pour gagner, mais pour survivre, pour tenir 12 rounds. Et c'est le reproche que je ferai à Parker. À un moment donné, c'est bien de boxer comme ça, mais il faut en faire suffisamment, soit pour aller chercher la victoire au point, comme l'a fait un peu Canelo. Je pense que ce style de boxe a été très inspiré dans le coin, dans la team de Parker, par la boxe de Canelo, parce qu'ils se sont dit Canelo, il a boxé un peu comme ça. Il était moins puissant que Golovkin. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a boxé en reculant, plus à la touche, mais il cherchait à appuyer ses coups. Parce que Canelo, dans le combat, il a cherché le chaos. Là, parfois, Parker l'a tenté avec des très très belles remises, notamment en envoyant un direct du gauche, donc du bras avant, quand Joshua déclenchait. Et tout de suite, comme il était à bonne distance, parce qu'il se règle avec son bras gauche, il envoyait une lourde droite, un peu en crosse comme ça, pour toucher Joshua. Mais à aucun moment, ça l'a vraiment ébranlé Joshua. Peut-être dans les derniers rounds où 2 fois, j'ai vu qu'il a été piqué, mais juste piqué, pas de quoi le faire tomber. Donc c'est un peu le reproche que je ferai à Parker, c'est que dans ce combat-là, il a fait une belle stratégie de combat, mais il a manqué ce petit plus pour aller chercher la gagne et peut-être faire tomber Joshua. J'avais l'impression qu'il était surtout là pour tenir 12 rounds, ce qui est déjà un exploit parce que personne ne l'avait fait. Et d'ailleurs, Joshua a battu le record de Tyson, qui avait battu ses 19 premiers adversaires par KO. Et au 20e, il avait dû attendre la limite, qui était 10 rounds à l'époque parce qu'il n'était pas encore champion du monde. Joshua est déjà champion du monde. Bon, il y a une différence de temps. C'est-à-dire que Joshua a fait ses 21 combats en beaucoup plus de temps que Tyson a fait ses 20 premiers combats. Bref, parenthèse Tysonesque refermée, parce que j'en ai marre qu'on compare tous ces boxeurs à Tyson Mohamed Ali. Ça ne sert à rien, on n'est pas du tout dans le même profil de boxeur. On est dans un autre profil de boxeur et on va en parler un peu plus tard. Donc voilà ce que je voulais dire déjà sur ma réaction sur ce combat-là. Donc sur les différents styles entre Parker, qui certes a proposé une boxe très intéressante, parce que vraiment il a boxé son adversaire, boxé d'une manière qui le perturbait. Je pense qu'il y a une piste à creuser pour les futurs adversaires de Joshua, parce que comme ça, on perturbe plus Joshua que quand on nous rentre dedans. Mais en même temps, ça le perturbe, mais est-ce que ça le met en difficulté? À aucun moment, j'ai vu Joshua en difficulté. Même si je pense qu'il a perdu quelques rounds, au point, c'est vrai. Mais de là à dire qu'il a été en difficulté, j'ai pas trouvé. Et c'est là que je vous dirais que je trouve que Joshua, il se contente de faire la boxe parfaite. Et il ne va pas chercher plus loin. Et c'est marrant parce que dans vos commentaires, dans vos réactions, j'ai pu voir un petit peu ça aussi. Je vais lire quelques commentaires qui ont été mis sur Facebook parce que j'ai tardé un petit peu à sortir de cette vidéo. Vous savez qu'en général, je la fais quasiment tout de suite quand le combat a lieu, à chaud. Là, j'étais occupé ce week-end, donc j'ai pris mon temps, mais je vous ai fait un petit article. Et dans cet article-là, j'ai eu quelques réactions. Donc d'ailleurs, on va rebondir sur les réactions des abonnés, enfin des followers qui me suivent sur Facebook. Alors, Baby Gun Frankie, qui dit qu'il a été très 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 déçu par l'arbitre. Chacun son avis sur le sujet, mais il y a eu par 2 fois, je ne sais plus à quel round, un corps à corps explosif et l'arbitre fait quoi? Il sépare. On sépare 2 boxeurs quand ils s'accrochent, pas quand ils se font la guerre au corps à corps. Bordel. L'issue du combat aurait pu être autre chose, qui sait. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Au premier visionnage du combat, je me suis dit, les 2 boxeurs ne respectent pas l'arbitre, ils ne l'écoutent pas assez. Et du coup, l'arbitre, il fait un peu n'importe quoi parce qu'il a peur d'être dépassé. Quand vous avez 2 mecs qui font 110 kilos, qui se battent, si vous êtes dépassé, c'est compliqué. Et du coup, je pense que comme il n'a pas réussi à s'imposer tout de suite, ils l'écoutaient pas trop, ils étaient dans leur tactique de combat tous les deux. Et à cause de ça, je me suis dit, l'arbitre, il en fait un peu trop. Parce qu'il a peur de ne pas être respecté. C'est le sentiment que j'ai eu. N'hésitez pas à me dire le vôtre. Sébastien Kopp. Sébastien Kopp. Personnellement, je trouve Joshua beaucoup trop timide. On a l'impression qu'il a peur de se faire mal. Avec le physique monstrueux qu'il a, il avait les capacités de finir rapidement le match. Je n'ai pas aimé ce combat et je continue à douter de Joshua. Pour moi, il a le physique d'une Formule 1, mais le cœur d'une Clio. Il manque de cœur, d'agressivité. Il calcule trop. Ce n'est pas la boxe que j'aime. Aussi, malgré les lacunes techniques de Wilder, je donne Wilder favori car lui, c'est un fou. Il n'a peur de rien. Je te rejoins sur ce point-là et justement, je voulais finir cette vidéo après sur le possible combat entre Joshua et Wilder. Je voulais faire une vidéo courte, on est déjà à 10 minutes. J'en ai marre, je parle trop. Et du coup, je te rejoins. Joshua et Wilder, c'est les 2 opposés. En fait, Wilder, il a une technique de boxe, vraiment, quand on pense au niveau où il est, c'est pas possible de boxer comme ça. Mais en tout cas, il a de la hargne. Comme je vous disais dans l'autre vidéo, c'est un opportuniste. Il va avoir une faille, il va s'engouffrer dedans.
Et Joshua, c'est tout le contraire. Joshua, c'est le mec qui calcule tout. Tout est posé dans sa boxe, tout est répété à l'entraînement minutieusement. Et pendant le combat, il prend aucun risque parce qu'il sait que de toute façon, il est difficile à atteindre et que de toute façon, avec sa puissance, il va dégommer son adversaire à un moment ou un autre. Donc il prend aucun risque. Et en plus, comme il est dans son royaume en Angleterre et que l'arbitre est forcément de son côté, les juges sont forcément de son côté, le public est de son côté, pourquoi il irait chercher l'adversaire? Pourquoi faire? Il est chez lui. C'est le roi dans son pays. Et d'ailleurs, on le voit bien en l'interview d'après-match. Il s'est comporté comme le roi dans son pays, que si Wilder est venu m'attaquer, qu'il vienne devant mon château. Ceci étant dit, je te rejoins. Je trouve que Wilder, il a le cœur. Et ça peut embêter Joshua. Comme un Klitschko qu'on a vu que pour une fois dans sa vie, il a mis du cœur dans son combat, et il a failli allumer Joshua. Mais faut voir. Le boxeur typique, parfait, millimétré, contre le fou qui a un punch de malade, je demande à voir ça. Ensuite, Lucas Ferreira, qui nous dit « Je vous trouve tous hyper durs avec Joshua, qui a fait le combat qu'il fallait, c'est vrai, face à un adversaire plus petit, léger et mobile. Il a fait le nécessaire sans chercher à en faire trop, et donc limitant les risques de coups décisifs qui sont fréquents dans ce poids. » T'as raison, c'est vrai que chez les poids lourds, sur un coup, tu peux tomber. N'oublions pas qu'il a rencontré en face un des 3, voire 4 avec Fury, meilleur boxeur poids lourd, et qu'il l'a dominé tout le long. Je trouve que c'est un de ses combats les plus aboutis et qu'il a mûri. Avant, il se serait énervé et aurait attaqué bêtement. Enfin, il a quand même esquivé beaucoup de coups et avait un bon jeu de jambes. Bon, même s'il a galère à bloquer dans le coin Parker, c'est vrai, mais Parker était très mobile et je trouve que Joshua cadrait quand même pas mal son adversaire. Il lui laissait pas beaucoup d'espace. Il avait souvent un coup d'avance lors de ses pas de retrait. Donc dire que c'est une armoire à glace, c'est quand même méchant. Il a quand même un sacré jab et un uppercut hyper rapide et précis. C'est vrai qu'il a un uppercut, Klitschko il l'a goûté. Il s'en repelle encore. Voilà. Youssef Kent, Joshua n'a pas eu de grand champion en face de lui. Il pourra jamais être à la hauteur de Tyson Mohamed Ali. Légende de la boxe avec un style magnifique, technique, rapide, puissant et il pouvait se la frimer. Mais là c'est des combats de poussins, pas de combats de titans. Moi, je te rejoins un peu. Je dirais même que, justement, pour revenir à Joshua Wilder, Joshua, je le trouve assez arrogant, notamment avec sa langue de bois. Voilà, je trouve que dans ses déclarations, il a une langue de bois, mais je crois qu'elle est tellement lourde, c'est pour ça qu'il a un coup de béton. Parce que sa langue de bois, elle est puissante. Et vraiment, il dit ce que son promoteur, à mon avis, c'est vraiment une marionnette. Captain Crochet, il est pas d'accord avec ça. C'est un autre youtubeur, je vous mettrai un lien de sa vidéo, qui pense que lui... il dit un peu ce qu'il veut, moi je suis pas d'accord. Je pense que vraiment, Joshua, il est comme tous les boxeurs, il pense à son porte-monnaie. Et le promoteur, il lui dit, dis ce que je te dis de dire, et t'inquiète pas, ta bourse, elle sera toujours énorme. Et là, je pense qu'il s'est écouté un petit peu à un moment, et il dit, allez viens Wilder, dans la conférence, enfin dans l'interview d'après-match. J'en ai un peu marre avec ces interviews d'après-match où on accorde trop d'importance à ce que disent les boxeurs. Je vous rappelle qu'ils ont fait 12 rounds de boxe avant, ils ont fini leur boulot, alors souvent dans ces moments-là ils disent de la merde et c'est normal. Donc il faudrait qu'on arrête de se baser trop sur ça. Moi ça me gave un petit peu. Et pareil, pendant que j'y pense, que je sais que je vais finir cette vidéo, je vais oublier, quand on n'arrête pas de parler du jab d'un boxeur. Les mecs, le jab c'est la base de la boxe, d'accord? Tous les boxeurs doivent passer par là. Ça serait même plutôt étonnant qu'un boxeur n'ait pas de jab. Donc certes celui de Joshua il est très beau, il est très propre, mais ça suffit pas à faire un bon boxeur, d'accord? Donc, t'as un bon jab, ok, mais c'est la base, c'est la base. Donc, je veux dire, c'est comme un footballeur, tu dis, ah, il fait des belles passes. Sérieux? Donc, arrêtez juste 2 secondes, faut arrêter avec ça. Voilà, petite parenthèse. Là, il faut savoir faire un bon jab, et un bon jab peut être la clé d'un combat, parce qu'il peut vraiment perturber ton adversaire. Et on l'a vu avec Joshua, avec son jab, il a perturbé, il a empêché Parker de rentrer dans la zone dangereuse pour lui en fait. Il l'a toujours gardé à bonne distance. En même temps, Parker, ça l'arrangeait bien. Comme je vous disais, à mon avis, il visait surtout les 12 rounds, tenir 12 rounds. Bref, parenthèse fermée. En tout cas, tu parles de Fury dans ton commentaire, et je suis d'accord, Fury, il faut vous rappeler que c'est le mec qui a fait tomber les années de règne de Klitschko, et tant qu'un boxeur ne l'aura pas, enfin un des champions actuels ne l'aura pas affronté, il ne sera pas légitimement le champion de toutes les ceintures, à mon humble avis.
Il y a sauf Wilder qui allait chercher sa ceinture tout seul parce que c'était pas Klitschko qui tenait la ceinture WBC. C'est le champion voilà, qui est un peu dans l'ombre et qu'il faut qu'il revienne sur le ring pour régler cette histoire. Tyson Fury, on l'attend franchement. En fait, c'était le commentaire d'avant qui parlait de Fury, mais voilà, je voulais la placer quand même. On a Miloud Ben Salah Talet. J'espère que j'ai bien dit ton nom. Très bon combat entre ces deux champions et Joshua a boxé très intelligemment en optant pour une stratégie de prudence face à Parker, un adversaire très mobile et très rapide qui pouvait le contrer sur des fautes d'ouverture que Joshua n'a pas commises. Peut-être que Parker aurait dû être plus agressif, c'est ce que j'ai dit, mais dans ce cas, il aurait donné plus d'ouverture pour se faire contrer par Joshua. Yes. Encore une fois, Joshua prouve que sa boxe peut encore s'améliorer, mais il n'est pas encore prêt pour affronter l'hyper-explosif Deontay Wilder. Donc il faut attendre encore. Non, il ne faut pas attendre, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut s'affronter. on va en parler de ça en fin de vidéo. Assassin Ben Slim qui dit la superpuissance du guerrier. Voilà, j'avais dit ça en fait dans mon petit article parce qu'en fait il me fait penser à Broly en fait, Joshua. Vous voyez, le super guerrier légendaire. Tellement il est parfait. Vous voyez, la légende qui vient une fois tous les 1000 ans, c'est Broly. Ce mec, c'est Broly. Et du coup, c'est pour ça que j'avais mis cette petite phrase-là. Et lui, il a dit la superpuissance du guerrier en accrochant sans cesse. Donc voilà, lui, il reproche un peu à Joshua de pas mal accrocher. Ouais, mais après, tu sais, chez les lourds, c'est le jeu. Hein. Si tu regardes les combats dans les années 90, les accrochages, c'était limite permanent. Mais je te l'accorde quand même, c'est pénible de voir trop d'accrochages dans la boxe. Abdel Atlas, que je retrouve souvent sur Facebook, très assidu. Moi, je ne me suis pas ennuyé, mais c'était pas extraordinaire non plus. Parker a vraiment gêné Joshua avec sa mobilité. Il ne se faisait pas cadrer et très rapide avec son jab. Ça a perturbé l'anglais. Ouais, on se rejoint. J'ai pas trouvé un Anthony très bon, mais il a fait ce qu'il devait faire, ça suffit. De très bons jabs de sa part et de très beaux crochets courts pour contrer les Néo-Zélandais. Par contre, si au corps à corps, Joshua aurait réussi à lui mettre son uppercut du bras arrière, dévastateur, ça aurait fait mouche. Ouais, tu rejoins un petit peu les commentaires précédents. Est-ce que si on avait eu un combat à mi-distance, à courte distance, eh ben, on n'aurait pas eu un KO. Bah, c'est vrai parce que souvent les combats qui vont dans la guerre, ce sont des combats à mi-distance, c'est pas des combats à distance. Hein. C'est jamais la guerre ça. Et oui, ben, on aimerait voir Joshua dans une vraie guerre avec un boxeur. Est-ce que Wilder va lui donner ? Donc voilà, j'ai pris un peu les commentaires que j'ai retrouvés sur ma page Facebook. Vous aviez mis aussi d'autres commentaires sur d'autres photos, parce que le temps que je fasse le deuxième article, vous êtes tellement rapide. Donc voilà, j'ai pas tout mis, excusez-moi. Ah oui, la chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a deux boxeurs qui reviennent pas mal en ce moment, c'est Dylan White et Alexander Povetkin. Alors Alexander Povetkin, comme par hasard, boxait dans la même soirée, la soirée d'hier, non, c'était avant-hier. Donc, est-ce que c'est un coup de pub pour faire revenir Povetkin contre et faire un combat contre Joshua? Je ne sais pas. Je pense que c'est un peu ce qu'ils ont peut-être voulu faire. Povetkin a fait un très beau KO en plus. Vous avez pas mal reproché à l'arbitre d'avoir pas été assez réactif. Après, c'est dans le mouvement du combat. Je veux dire, malheureusement, je tournais la tête à ce moment-là pour parler à quelqu'un et je vois Price, il est KO par terre. Mais il le met KO, l'autre il est KO debout, il se prend le deuxième coup qu'il l'achève. Vous savez, on a vu beaucoup de boxeurs qui mettent beaucoup plus de coups alors que le mec est KO et KO dans les cordes. Là, c'est plus dangereux et c'est vraiment vilain parce que quand le mec est dans les cordes, il peut pas tomber. Mais là, en fait, il y a une fraction de seconde où il est debout, il enchaîne. Vous savez, les boxeurs, ils s'entraînent tous les jours pour mettre des enchaînements de coups dès qu'ils ont réussi à trouver un trou. Alors voilà, c'est limite mécanique. Alors c'est très dangereux, on peut tuer un mec en faisant ça, mais voilà, on ne peut pas trop reprocher aux boxeurs. Et l'arbitre, ça se joue à pas grand-chose, c'est difficile. Ouais, j'ai pas grand-chose à redire en fait là-dessus. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous estimez qu'il y a une erreur d'arbitrage ou quelque chose. En tout cas, Price, assez surprenant. Il avait perdu récemment, alors qu'on parlait beaucoup de lui pour affronter Joshua. Et malheureusement pour lui, il avait connu une défaite. Donc du coup, il était un peu tombé aux oubliettes. Et là, il avait une chance, surtout une chance de faire briller Povetkin. Et il n'a pas été dégueulasse. Son petit crochet court là, qui vient cueillir Povetkin et qui l'envoie dans les cordes, et qui l'a pas mal surpris. Bon, il a fait ce qu'il devait faire. Il est plus grand. Donc voilà, il a essayé d'être mobile, de mettre beaucoup de coups, pas des coups très puissants, mais voilà, de quoi gêner Povetkin. Mais il y avait une grosse différence de niveau et quand on regarde le combat, on savait qu'à un moment ou un autre, il allait finir par céder. Price, il allait finir par plier. Povetkin, il s'est permis des choses parce qu'il n'avait pas vraiment peur des coups et le crochet court qu'il prend, c'est plus voilà une erreur d'inattention et
Et il se fait un peu rattraper par la patrouille à ce moment-là, l'air de dire, oh, rappelle-toi quand même que c'est un poids lourd en face et que tu peux te faire cueillir. Mais ouais, c'était pas... C'était du coup un peu excitant. Mais bon, je peux pas vous dire que j'ai vu Price gagner. C'est difficile. Je me suis dit, ah, pas mal, il a réussi à le toucher. Ça, on peut retourner le combat en un moment ou à un autre, mais voilà. C'était quand même... Povetkin, ça l'a plus chauffé qu'autre chose, quoi. Et Dylan White, on parle de lui comme par hasard pour affronter Wilder. Maintenant, il remonte dans la WBC. Alors que je vous rappelle que normalement, l'un des challengers devrait être à nouveau Joe Opa, qui a regagné un titre WBC Silver il y a quelques temps. Donc, ce qui me saoule, c'est que les fédés, c'est comme ça les arrange. Parce qu'ils font des ceintures bis, donc ceinture Silver, voilà. Et même les mecs qui les gagnent, parce que là c'est donc Joe Opa qui l'a gagné, et justement, je pense que ça les arrangeait bien qu'ils la perdent contre quelqu'un, et je pense qu'ils veulent que Jarrell Miller la gagne contre Joe Opa, récupère cette fameuse ceinture silver. Euh, c'est ouais, j'en ai marre en fait, c'est bidon, parce qu'en réalité ils nous mettent comme challengers qui veulent. Et nous on n'a aucun moyen de savoir si c'est vraiment lui ou pas le challenger. Ils font ce qu'ils veulent les mecs. Donc il y a de fortes chances qu'on n'ait pas Wilder contre Joshua tout de suite. Et ça a été un peu confirmé par le discours d'après-match. Parce que vous savez, quand le combat il est décidé, Wilder il aurait été dans la salle, il serait monté sur le ring, s'il serait entendu, et il aurait été là, ils auraient annoncé, comme ils l'ont fait pour Golovkin, Canelo, voilà. Pour tous les gros chocs comme ça, vous savez qu'ils nous l'annoncent tout de suite après le combat, genre ben voilà, il a battu Ortiz, il a battu Parker. C'est le moment les mecs, c'est le moment, battez-vous. Eh ben non, on nous sort Povetkin, on nous sort Dylan White, c'est bon. Affrontez-vous les champions, et après ces mecs-là, ils tenteront de gagner les titres unifiés. Franchement, moi limite j'ai envie de dire, on s'en fout des ceintures. Moi je m'en fous des ceintures, je veux voir des combats de champions, des champions dans nos cœurs. Mais bon, voilà, c'est que mon avis personnel. Donnez-moi votre avis, est-ce que vous préférez voir Povetkin, Joshua, Dylan White, Wilder, ou d'autres noms en attendant le grand choc, ou si vous préférez que marre d'attendre, on va voir les gros combats. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de me faire un petit défi et vous sortir une vidéo par jour pendant une semaine. Alors à demain, fighting!